Les États-Unis sont-ils toujours la première démocratie du monde? C'est le thème de notre second débat avec cette question. Qui ose encore s'opposer à Donald Trump? Quels sont les contre-pouvoirs aux locataires de la Maison-Blanche? La Californie postule clairement au titre d'opposant numéro 1. Ces derniers jours, le bras de fer autour de la politique migratoire du président a passé un cap. Le point sur les derniers événements avec Reda Emrabi. Regardez. Des centaines de policiers sur le qui-vive dans les artères de Los Angeles, des manifestants arrêtés en pleine rue, illustration d'un climat de tension lors de cette deuxième nuit de couvre-feu sur place. Un arsenal policier colossal pour faire face à d'éventuelles émeutes, conséquence des décisions récentes de Donald Trump face aux violences liées aux manifestations anti-immigration. Le président américain a déployé la garde nationale. Pour le président Trump, la loi de la rue ne régnera pas en Amérique. Le devoir le plus basique est de préserver l'état de droit et ce gouvernement embrasse cette responsabilité sacrée. Mais en Californie, la résistance s'organise au plus haut sommet. Le gouverneur de l'État est en première ligne. La démocratie est attaquée sous nos yeux. Ce moment que nous redoutions est arrivé. L'état de droit cède de plus en plus à l'état de Donald. Même ton employé par la maire de Los Angeles. Vous essayez de semer la peur et la panique. Et lorsque vous commencez à déployer des troupes fédérales à la suite de ces descentes, il s'agit d'une escalade drastique et chaotique qui est totalement inutile. La Californie, État jugé problématique par Donald Trump, un territoire qu'il estime envahi d'ennemis étrangers, l'épicentre aujourd'hui du contre-pouvoir. Qui peut encore résister à Donald Trump? Pour en parler, j'accueille sur ce plateau Jérôme Viala-Godefroy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en civilisation américaine, chargé de cours à Sciences Po Paris. Vous êtes l'auteur du livre Les mots de Trump, c'est à lire chez Dalloz. Merci d'être avec nous. J'accueille aussi Ludivine Gilly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Observatoire Amérique du Nord à la Fondation Jean Jaurès. On vous doit le livre La Révolution conservatrice aux États-Unis. C'est publié aux éditions de l'Aube. Merci d'être là. Tristan Cabello, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste des États-Unis, maître de conférences à l'université Johns Hopkins de Baltimore. Merci d'être là. Sophie n'est plus à présenter. Merci d'être avec moi. Éditorialiste politique. On va commencer avec vous, Jérôme Viala-Godefroy. Est-ce qu'il faut s'étonner de l'opposition d'un État, en l'occurrence l'État de Californie, à l'État fédéral, à Donald Trump, à l'administration centrale? Est-ce que c'est si étonnant que ça? Alors, il ne faut pas s'en étonner dans le sens où on est là dans un autre contre-pouvoir dont on ne parle pas forcément, c'est le contre-pouvoir des États, les États fédérés qui ont énormément de pouvoir aux États-Unis, puisqu'on est dans une fédération. Et donc là, on est dans cette lutte de pouvoir entre le pouvoir fédéral et les États fédérés. Donc ici, on a la loi qu'a décidé d'utiliser Donald Trump pour dire qu'il pouvait mettre mobiliser les troupes et notamment la garde nationale, mais aussi les Marines, c'est le fameux titre 10 qui dit que il peut éventuellement fédéraliser donc ces troupes pour contenir une invasion, une rébellion, ou bien si les forces régulières ne suffisent pas. Mais en fait, les troupes fédérées ne sont pas autorisées à exercer des fonctions de police, sauf si l'Insurrection Act, l'acte sur la loi sur l'insurrection est invoqué, ce qui n'est pas le cas. Et donc en fait, ils sont là, mais ils ne peuvent pas agir envers les manifestants, ils ne peuvent pas les arrêter. Et voilà. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, tout est normal là, dans le fonctionnement des pouvoirs, alors, pas forcément tous familiers avec la politique américaine. Ce qui est normal, c'est la réaction, mais c'est ce qu'a fait Donald Trump est totalement innovant. Ça ne s'est jamais fait. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Et c'est innovant, mais je dirais pas forcément innovant bien. C'est, comme l'a dit Jérôme, l'Insurrection Act, donc c'est une collection de textes qui ont été votés au fil des ans, aurait pu être invoqué. Et dans ce cas-là, Donald Trump aurait pu se prévaloir de cette collection de lois pour envoyer soit la garde nationale en la fédéralisant, soit l'armée. Mais même s'il avait fait ça, ce qu'il n'a pas fait, ça doit se motiver par des faits sur le terrain, par une rébellion. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Californie. On a un récit aujourd'hui qui est porté par l'administration Trump
selon lequel Los Angeles et maintenant d'autres villes seraient à feu et à sang quasiment, ça n'est pas le cas. Ça s'est calmé en plus. Alors, c'est pas un débat seulement sur Trump, mais c'est vraiment sur qu'est-ce qui reste des contre-pouvoirs aux États-Unis. Je vais peut-être m'adresser à vous, vous êtes l'historien du plateau en quelque sorte. Les États-Unis, c'est le pays du check and balance, des contre-pouvoirs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Pourquoi on a parlé des États-Unis? Je disais la première démocratie au monde. C'est ça? Et c'est dû notamment à ce système de contre-pouvoir entre l'administration centrale et les États fédérés? Oui, bien sûr. Alors, n'oublions pas quand même, c'est la plus grande démocratie du monde. Vous avez en gros un électeur sur deux qui ne va pas voter. Donc, il y a quand même beaucoup d'abstention. Et puis, il y a des gens qui ne s'inscrivent pas sur les listes électorales. Donc, c'est une démocratie qui est quand même... De plus en plus d'abstention ou est-ce que c'est stable? Non, ça augmente en fait, la participation augmente, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ne vont plus voter aux États-Unis et qui se détachent en fait du système électoral. 70% des gens d'ailleurs se disent ni représentés par le Parti démocrate ou le Parti républicain. Alors les check and balance, bien sûr, il y a d'énormes contre-pouvoirs aux États-Unis. Le Congrès en est un. Mais que font-ils en ce moment? Le système judiciaire en est un. Alors là, on voit que ça marche quand même assez bien au niveau du système judiciaire, mais ça prend longtemps. Et le mal a le temps d'être fait avant qu'il y ait une solution au niveau du système judiciaire. Il y a ensuite les médias. Mais les médias sont quand même comme... en général en France, je crois, ou dans le monde occidental, assez démonétisés, surtout les médias mainstream, CNN, MSNBC, Fox. Disons que les gens s'informent sur des médias qui sont en accord avec leur orientation politique. Et puis enfin, il y a le peuple. Et là, le peuple, quand même, il faut bien le dire, se réveille. On voit qu'il y a des manifestations qui sont de plus en plus courantes, de plus en plus nombreuses. La société civile, c'est ça? La société civile, exactement. Et elle se réveille vraiment, parce qu'on en avait parlé au premier mandat de Donald Trump. Il y avait eu des moments très très forts dans le pays. Oui. Et on n'est quand même pas à ce niveau-là. Alors c'était l'impression qu'on avait, n'est-ce pas, que pendant le premier mandat, il y avait des grandes marches de millions de personnes. Et en fait, non. Et alors c'était très vrai durant le premier mandat. Voilà. Durant le deuxième mandat, c'est plus de manifestations, mais elles sont plus au niveau local et il y en a plusieurs. Moi, ce que je vois, en tout cas au niveau local, j'habite à New York, je vois que les gens se sont radicalisés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura du terrorisme demain, mais en tout cas, ils sont beaucoup plus organisés et beaucoup plus énervés. Juste pour revenir sur les États fédérés, donc la Californie, avec donc ce gouverneur de Californie qui devient en quelque sorte une superstar aujourd'hui aux États-Unis. Alors, il était déjà un petit peu connu, je crois, mais c'est aujourd'hui le premier opposant à Donald Trump. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, ce gouverneur, donc Gavin Newsom? Alors, il faut dire qu'il a des ambitions politiques importantes. Il envisage quand même, on le sait, de se présenter au moins à la primaire des démocrates en 2028, enfin 27. Donc, il profite un peu de cette tension qu'il y a pour essayer de prendre une dimension nationale. Le problème, c'est qu'il part peut-être un petit peu tôt, mais il est un petit peu forcé de se mettre en opposition comme ça. C'est quoi? C'est de la mise en scène politique ou c'est des vraies convictions avec une opposition sur la manière de voir les États-Unis? Alors là, il y a vraiment les deux, parce qu'il ne pouvait que réagir de toute façon, et ça lui donne effectivement une dimension nationale, puisqu'il n'est plus juste le gouverneur. Il a fait d'ailleurs un discours où il est arrivé, il a commencé un petit peu comme le gouverneur, et ensuite, à la fin, il était devenu l'opposant au niveau national. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Il faudra voir, parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui peuvent prendre cette place. Mais ce qu'il manque aux démocrates, en fait, c'est une incarnation. Et donc, effectivement, il va y avoir des tentatives par plusieurs personnes d'incarner cette opposition. Après les démocrates, mais ma question, c'était vraiment sur cette place de gouverneur, sur ce poste de gouverneur en tant que opposant à l'État central. Le gouverneur, c'est important parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouverneur, c'est un peu comme un président dans un État. Donc, il est à la tête de l'exécutif de l'État et il a énormément de pouvoir dans cet État. Et là, on est dans l'État le plus riche, le plus peuplé des États-Unis, avec 39 millions d'habitants. Et donc un poids très important, y compris d'ailleurs dans le budget fédéral. C'est vraiment et c'est aussi un État très à gauche par rapport au reste des États-Unis. Mais si je peux me permettre, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est pas non plus un radical. Je crois savoir qu'il est très centriste, que son ex-épouse est devenue la compagne ou l'épouse d'un fils de Donald Trump, qui a des liens quand même assez forts, en tout cas pas idéologiques, mais en tout cas, et puis sur ses prises d'opposition,
en matière politique, il est quand même plus centriste. Alors il était beaucoup plus à gauche. Il s'est récemment beaucoup plus centré. Okay. Voilà, et je pense qu'il se centre aussi parce qu'il a justement des ambitions nationales, des ambitions présidentielles. Et l'un des problèmes pour des candidats qui viennent de Californie, c'était le cas avec Kamala Harris, c'est d'être associé à un État qui est assez différent de ce qu'on peut avoir dans certains États des États-Unis, beaucoup plus à gauche. La Californie, c'est pas rien, avec une très forte population immigrée de latino-américains, c'est ça. Donc il y a un côté un peu... alors il y a l'opposition à la politique migratoire de Donald Trump, mais il y a aussi ce côté Californie, très gros État qui a les moyens de s'opposer, ou pas d'ailleurs, à la politique de Donald Trump. C'est un bras de fer qui se joue. On voit là que Donald Trump a attaqué en termes d'État. Il s'en est pris d'abord à la Californie. Il n'a pas beaucoup d'affection pour Gavin Newsom. Il se dit que sur les questions d'immigration, il y a de nombreux raids qui se préparent dans l'Illinois. C'est le deuxième État tête de Turc par définition, qui lui aussi a un gouverneur poids lourd, sans faire de mauvais jeu de mots. C'est le gouverneur des États démocrates qui avait pris l'ascendant au sein des démocrates en tout début de mandat de Donald Trump, avec un discours extrêmement entendu, J.B. Pritzker. Okay. Et donc on a là Pritzker qui avait fait savoir ses positions au début, Gavin Newsom qui est maintenant sur le devant de la scène. On va probablement entendre aussi à un moment Gretchen Whitmer, même si elle est gouverneur du Michigan, État... un des swing states pendant la campagne, mais elle est gouverneure démocrate et elle a potentiellement aussi des ambitions pour 2028. Et on va voir ces grandes figures du Parti démocrate se découvrir petit à petit. Et Josh Shapiro en Pennsylvanie qui a fait... Si je vous écoute tous, là on assiste en fait c'est le prélude aux midterms, aux élections de mi-mandat de l'année prochaine, mais il n'y a pas quelque chose de plus fondamental qui se joue aujourd'hui aux États-Unis. C'est pas voilà, je parlais de deux visions du monde, mais le gouverneur de Californie dit voilà, c'est ça ou alors je ne sais plus quel est le terme, gouvernement autoritaire, l'autoritarisme de Donald Trump. Est-ce que c'est pas ça aussi qui se joue? Parce que je comprends bien qu'il y a des échéances électorales. Ce qui se joue là, je crois, c'est que c'est une gigantesque mise en scène de Donald Trump. Et Donald Trump essaie de se choisir un candidat, un opposant, soit, alors il ne sera pas candidat à la présidentielle la prochaine fois, normalement, mais en tout cas, un opposant au moins au midterm. Là, il se choisit, je crois, de mon point de vue, le plus mauvais candidat. C'est-à-dire le candidat contre lequel il pourrait vraiment gagner. Parce que nous sommes, c'est Trump sans le charisme. C'est-à-dire quand même les lois que nous sommes mis en marche en Californie, criminalisation des SDF, il fait des podcasts avec Steve Bannon, il a réduit l'accès à la santé pour les migrants, il nous dit pas de trans dans le sport. Bon, bref, c'est un peu un Trump light, quoi. Et là, en fait, ce que aussi essaie de faire Donald Trump, c'est de recréer cette fameuse guerre culturelle. Parce qu'on dit la Californie, c'est un endroit très progressiste. Bon, c'est aussi un endroit super diversifié, où je vous rappelle quand même que tous les grands mouvements de droite aux États-Unis dans les 60 dernières années sont nés en Californie. La nouvelle droite, le réganisme, etc. Le technofascisme, c'est né. Voilà, Orange County, c'était né en Californie. En fait, il se base sur ce qu'il pense que ses électeurs pensent de la Californie. Vous parlez de Donald Trump. Voilà. Et ces électeurs pensent en effet que c'est une terre wokiste, progressiste, perdue, gauchiste. Mais c'est aussi un peu l'image qu'on a. La Californie a beaucoup changé, parce que le comté d'Orange, particulièrement, que je connais assez bien, était très à droite. C'est le comté de Richard Nixon, et est passé à gauche dans les années 2000. Et d'ailleurs, moi, je connais des républicains qui sont partis, qui ont quitté le comté d'Orange parce qu'ils trouvent que ça devient trop à gauche ou que il y a trop d'hispaniques. Parce que c'est un autre élément très important sur l'État de Californie, c'est que c'est le premier État où les Blancs sont devenus minoritaires. C'est-à-dire qu'on a plus de majorité d'une seule ethnie, on a maintenant 39% à peu près d'hispaniques et 35% de Blancs. Alors c'est
quasiment équivalent, mais c'est symboliquement très, très important et il y a des personnes qui ont vraiment du mal parce qu'aux États-Unis, la question raciale et ethnique est vraiment centrale. Mais pour revenir sur ce que Jérôme disait, je suis tout à fait d'accord, le Parti démocrate a besoin d'une incarnation, il a surtout besoin d'un programme. Oui, on va reparler des démocrates. Gardez-en un peu pour tout à l'heure. On va poursuivre notre tour d'Amérique à la recherche des contre-pouvoirs à Donald Trump. On va accueillir Audrey Vuettaz en plateau. Elle s'est intéressée à ce qui représente peut-être le cœur du réacteur, le cœur du fonctionnement démocratique américain. Rebonsoir. Audrey, c'est la justice qui est aujourd'hui clairement un frein au président Donald Trump. En effet, elle peut éventuellement freiner les velléités de Donald Trump. Dernier exemple en date, il y a une semaine, avec la suspension de l'interdiction d'entrée aux États-Unis pour les étudiants étrangers d'Harvard. Souvenez-vous, Donald Trump, qui est engagé dans un bras de fer avec la prestigieuse université qu'il juge wokiste, avait pris cette décision immédiate et pour 6 mois. Décision contestée par l'université devant la justice qui gagne donc son combat. La juge estime qu'il y a un préjudice immédiat et irréparable pour Harvard. Les étudiants étrangers d'Harvard pourront donc poursuivre leur cursus. Alors Steve, là je vous parle d'une décision, mais sachez qu'il y a actuellement 272 actions lancées contre l'administration Trump. C'est le site Just Security, un projet d'une faculté de droit de New York qui les recense. En général, ce sont surtout des juges fédéraux qui lancent ces actions, mais ça peut aussi être des associations, des syndicats de fonctionnaires, notamment au moment des licenciements massifs d'Elon Musk dans l'administration. Donc il y a beaucoup d'espoir, Audrey, autour de ce contre-pouvoir. Mais il y a aussi des limites. Parfois, l'administration Trump fait la sourde oreille. C'est ce qui est arrivé à un juge fédéral de Rhode Island chargé de la plainte de 22 États concernant des coupes dans les financements fédéraux. Par 2 fois, il a demandé que les crédits soient rétablis. Il a été ignoré 2 fois en violation de l'ordonnance du tribunal. L'administration Trump conteste aussi systématiquement toutes les décisions en sa défaveur devant la Cour suprême, le sommet du pouvoir judiciaire aux États-Unis. La Cour suprême, c'est 6 juges conservateurs sur 9, c'est ça ? Mais ça ne veut pas dire qu'elle va forcément trancher en faveur du président. Exemple en mars dernier, quand Donald Trump demande la destitution d'un juge qui avait suspendu une expulsion de migrants lancée par son administration. Eh bien, la Cour suprême est exceptionnellement sortie de sa réserve pour contredire Donald Trump et lui rappeler que depuis plus de 2 siècles, il est établi que la destitution n'est pas une réponse appropriée à un désaccord à propos d'une décision de justice. Fin de citation. Merci beaucoup Audrey, merci Audrey Vuettaz pour toutes ces explications. Jérôme Vialago-de-Froid, on a l'impression que le pouvoir judiciaire aujourd'hui, c'est un peu le seul contre-pouvoir efficace à Donald Trump et aux velléités politique de Donald Trump. Oui, tout à fait. Alors, juste un petit point, ce n'est pas les juges qui décident de prendre une affaire, il y a des recours, et les recours viennent parfois des États, comme ça a été dit, parfois des organismes du droit civique, etc. Donc, voilà, il y a plusieurs agents. Mais ce qu'on voit aussi, et c'est assez remarquable de voir que les juges prennent quand même des décisions fortes, parce qu'une soixantaine d'entre eux ont exprimé des inquiétudes quant à leur sécurité, et notamment la sécurité de leur famille. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que ça soit d'ailleurs certains juges à la Cour suprême, comme Coney Barrett, quand ils prennent des décisions contre Donald Trump, ils reçoivent souvent des lettres de menaces. Et donc, voilà, on est un peu dans cette ambiance. Et on a la même chose, d'ailleurs, au Congrès. Donc, il y a quand même une peur. Et qui, les lettres de menaces, si je peux... Elles sont anonymes, en général. Ouais. Mais comme on est dans quand même un contexte où il y a déjà eu des violences, où voilà, il y a eu le 6 janvier, et puis les gens sont quand même souvent armés. Donc, il y a quand même souvent des élus ou bien des juges qui finissent par avoir leur propre sécurité, financer leur propre sécurité par peur éventuellement de réactions violentes. Il y a clairement un bras de fer qui a été engagé par Donald Trump, l'administration Trump avec les juges. Jusqu'où ça peut aller ? Qu'est-ce que souhaite exactement Donald Trump ? Est-ce que on reste sur la théorie du clown entre guillemets, ou est-ce qu'il y a vraiment un plan politique avec un projet d'une nouvelle société ? Je ferai la différence entre le projet et Donald Trump. D'accord. Parce qu'à mon sens, Donald Trump n'a pas de projet judiciaire. En revanche, à la différence du mandat numéro 1 de Donald Trump, il était arrivé au pouvoir, il n'était pas entouré, donc il avait dû s'associer à des républicains classiques. Cette fois-ci, il est arrivé au pouvoir entouré d'idéologues
qui, eux, ont un projet bien politique, un projet de société autour d'une culture bien particulière et qui passe par l'utilisation de la justice. Trump et son administration ont accusé à longueur tout au long du mandat de Joe Biden, les démocrates d'instrumentaliser la justice. Là, c'est précisément ce qu'est en train de faire l'administration de Donald Trump. En faisant quoi? En essayant de mettre la justice au pas, c'est ça? C'est ce qui est en train de se passer? Alors, pas seulement. C'est en utilisant notamment la justice contre ses opposants. Ouais. On a quand même, par exemple, un décret qui est unique, on n'a jamais vu, où il nomme 2 personnes en disant qu'il faut que le département de la justice enquête contre eux. Ce sont des personnes qui ont dit qu'il n'avait pas été élu en 2020 et que l'élection était tout à fait légitime. Ce sont des gens qui travaillaient pour Donald Trump. Donc il les attaque, il les nomme dans un décret en demandant à ce que le département de la justice enquête sur eux. Donc c'est quand même quelque chose qu'on n'a jamais vu. Ce qui ne se fait pas puisque le président des États-Unis ne doit pas donner d'ordre au ministère de la Justice. Ce qui est intéressant, si je peux me permettre, vous disiez tout à l'heure première démocratie du monde. Je pense qu'en fait le monde entier a les yeux tournés vers les États-Unis. Vous parliez, Steve, vous posiez la question de savoir s'il y avait un changement institutionnel, une volonté en tout cas de transformation de la société politique américaine. C'est sans doute la question de savoir si Donald Trump n'est pas lui-même instrumentalisé par tous ces mouvements qui sont autour de lui, qui pourraient vouloir, au-delà de sa personne, transformer ce système américain. Mais c'est vrai que l'enjeu est mondial et c'est celui de la défense des démocraties contre des gouvernements illibéraux. Historiquement, la justice, la Cour suprême, c'était un des cœurs, je disais le cœur du réacteur, mais c'est un peu le cœur aussi de cette démocratie américaine, de cette première démocratie du monde. Comment, dans l'histoire, cette Cour suprême s'est opposée au pouvoir central et est-ce qu'aujourd'hui on assiste à quelque chose d'un peu particulier? Alors, elle s'est opposée souvent au pouvoir central. Il y a de multiples exemples. Mais là, pour Donald Trump, le but, j'ai envie de dire, n'est même pas de gagner face à ses juges. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse, il a gagné. Parce que s'il ne gagne pas, il peut très bien dire à son électorat, vous voyez, c'est des juges gauchistes, c'est des wokistes, c'est pour ça que j'ai perdu. Et puis aussi, il installe... la même chose chez nous. Voilà, mais il installe aussi ce climat de peur où j'ai envie de dire que finalement, le mal est déjà fait. On vient de parler des étudiants étrangers, là. Quand les étudiants étrangers se voient révoquer leur visa, puis quelques semaines après réinstaller, etc. Bon, on ne sait vraiment pas où on en est, mais à la fin, eh bien, on a moins d'étudiants étrangers qui postulent dans les universités américaines. Donc à la fin, finalement, il obtient ce qu'il veut et il installe ce climat de peur. Et puis surtout, en disant à son électorat, les juges, les gouverneurs démocrates, voilà les ennemis. Quand on pense au contre-pouvoir, on pense intuitivement à l'opposition. Et aux États-Unis, aujourd'hui, l'opposition, ce sont les démocrates qui tentent ces derniers temps d'exister comme ils peuvent. Écoutez. Le courage des juges qui défendent l'état de droit face à ceux qui voudraient les emprisonner. Celui des universités qui défient les exigences anticonstitutionnelles, qui menacent la recherche de la vérité et l'indépendance académique. Je peux vous le dire, le courage de tous ces Américains m'inspire. Ludivine Gilly, on a l'impression qu'elle s'excuse presque de ne pas être aussi opposante que les juges de la Cour suprême ou que les juges en général. Oui, mais c'est quelque part un bon résumé de la place du Parti démocrate aujourd'hui dans l'opposition au sein du pays. C'est-à-dire qu'on en voit certains faire des discours, on voit des sénateurs ou des députés démocrates alpaguer les ministres lors d'auditions diffusées en direct à la télévision, on en voit dans les talk-shows. Mais concrètement, que se passe-t-il ? Rien. Pas grand-chose. Et en fait, à la décharge des démocrates, on est dans un système dans lequel ils sont en minorité à la Chambre et au Sénat. Donc, ils n'ont pas de levier pour peser institutionnellement. Mais on ne les entend pas. Et Tristan a amorcé, tu pourras compléter si tu veux ensuite, mais le problème, pour moi, essentiel du Parti démocrate aujourd'hui, c'est qu'en fait, il est divisé.
Ils n'ont pas au sein du Parti démocrate la même analyse des causes de la défaite. Et pas de programme. Mais justement, c'est là que j'en viens, c'est qu'en fait, le Parti démocrate aujourd'hui n'est pas capable de parler d'une voix pour défendre un message et un programme. En fait, ils n'ont pas compris pourquoi ils avaient perdu, c'est ça? J'essaye de résumer. Ils sont même pas d'accord entre eux. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une aile centriste, qui est l'aile de Kamala Harris, de Gavin Newsom, de quelques autres, de Pritzker par exemple. Puis il y a une aile plus à gauche, c'est l'aile de Bernie Sanders, l'aile de AOC. Et ils ne sont pas d'accord. L'une d'entre elles dit on a fait une campagne qui était trop à gauche, puis l'autre dit on a fait une campagne qui était trop à droite. Donc c'est-à-dire ils ne savent pas... Avec un président qui était affaibli. Voilà, avec un président qui était affaibli, qui avait fait un bon mandat mais qui n'avait pas eu les résultats escomptés. Donc voilà, ils sont dans une position là où vraiment ils pensent qu'ils sont vraiment convaincus qu'ils ont un problème de forme. Alors ils parcourent les podcasts, ils font des discours de 25 heures au Congrès, on ne sait même plus ce qu'il a dit. Il a parlé de 25 heures, on ne sait même pas ce qu'il a dit. Cory Booker, le sénateur. On se souvient quand même du défi de parler 25 heures. Voilà, mais c'est tout. Mais on ne se souvient pas du contenu. En fait, ils ont besoin d'un programme. Et là, il y a des opportunités incroyables sur l'immigration, sur la police. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est du pain béni, normalement, c'est leur sujet, mais ils n'en parlent pas vraiment. Et on les entend même se déchirer, puisque là, ils ont remis en cause l'élection des vice-présidents. Oui, voilà, à l'intérieur, on se croit au Parti socialiste, quoi. Alors des charges, quand même, ce qui était plus facile dans les années 80, quand il y a eu la vague de Reagan, c'est qu'ils avaient perdu à l'époque de façon très très nette. Donc la remise en cause, elle était évidente. Là, ils ont perdu à 1,5 point près. Donc quelque part, enfin c'est très très peu, en fait, c'est très faible. Hein. Malgré ce que peut dire Trump, il n'a pas un mandat et la société est très divisée. Donc il est facile de dire, bon, ça ce n'est pas à grand-chose. Ils étaient d'ailleurs, il n'y a pas même les Républicains n'ont pas eu la majorité du vote populaire, ils ont eu légèrement en dessous, et on est dans un pays totalement divisé. Donc il est facile de se dire, finalement, j'aurais pu gagner, ça s'est tenu à pas grand-chose, et il faut qu'on reste sur... La ligne est la bonne, le problème c'est l'incarnation, c'est ça ce qui se dit ou c'est... Alors il y a une stratégie qui consiste à dire on va laisser Trump s'embourber ou faire une erreur, une stratégie un peu attentiste, et puis d'autres qui veulent réagir, et effectivement ils sont assez impopulaires en ce moment, même plus impopulaires que le Parti républicain, parce que les gens se sentent démunis, ils n'ont pas les élus ils ont l'impression que les élus ne les défendent pas, les élus de l'opposition ne les défendent pas. Et comment ils se préparent donc pour ces élections de mi-mandat, dont c'est fin 2026, c'est crucial dans la démocratie américaine, ces élections? C'est très important. Ça risque de ne pas, pour les démocrates, ça risque de ne pas renverser totalement la vapeur malgré tout, puisque la carte sénatoriale est extrêmement compliquée. Mais aujourd'hui, comment les démocrates se préparent-ils? Eh bien, ils sont extrêmement divisés. Ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de message. Et on a des factions qui sont à la lutte les unes avec les autres. Mais ça n'est pas parce que les démocrates sont divisés que les démocrates ne vont pas remporter, ce qui serait assez vraisemblable, la Chambre des représentants en 2026. Pourquoi ? Parce qu'il suffit que les républicains soient encore plus impopulaires qu'eux. Et juste, en un mot, les quelques résultats des élections partielles qu'on a vues en Floride, dans le Wisconsin et dans le Nebraska ont montré des résultats républicains mauvais. Oui. Alors en ce moment, il y a peut-être le début d'une réponse. À New York City, il y a la primaire du Parti démocrate pour l'élection du maire qui aura lieu au mois de novembre. Autant dire que la personne qui va gagner la primaire démocrate gagnera l'élection. Et ce que l'on voit, c'est que le Parti démocrate a présenté quelqu'un de l'establishment, Andrew Cuomo, l'ancien gouverneur, alors qui a des tonnes de casseroles, harcèlement sexuel, etc. Et en face de lui se dresse un jeune homme de 30 ans, immigré, il s'appelle Zoran Mamdani, il dit qu'il est socialiste. Alors quand on dit qu'on est socialiste aux États-Unis, c'est presque une insulte, ça fait fuir. Eh bien, il est en passe de le doubler. Il est maintenant à 51% contre 49%. Donc il se passe quelque chose. New York n'est pas représentatif
de tous les États-Unis. Mais en tout cas, là, il se passe quand même quelque chose. On va continuer notre recherche des contre-pouvoirs aux États-Unis. Sophie, est-ce que Elon Musk, pourrait devenir un contre-pouvoir à Donald Trump après la vraie fausse rupture à laquelle on a assisté? Absolument. On peut se demander s'il pourrait au moins contribuer à encore plus affaiblir les républicains. Sa rupture violente avec Donald Trump, donc il y a quelques jours, une semaine après être apparu avec un solide cocard à l'œil qui a suscité beaucoup de questions. Alors le cocard, c'est sans doute parce qu'il est tombé sur une table, mais on ne sait pas. Durant quelques heures, les Américains, mais aussi le monde entier fasciné par les frasques à la tête de la première puissance économique mondiale, ont retenu leur souffle. La justice s'est montrée attentive, la presse avec évidemment tous les réseaux sociaux, parce qu'il y a eu une bombe envoyée sous forme de messages vengeurs par Elon Musk, donc sur son réseau X, ex-Twitter, et il y a affirmé en tout cas, en retweetant une vidéo et avec ses propos, que Donald Trump pourrait être associé à l'affaire Epstein, ça dépend en France, aux États-Unis. Voilà, du nom de ce fonds financier, donc, qui est accusé d'exploitation sexuelle de jeunes femmes mineures. Le patron des groupes puissants Tesla et SpaceX, parce qu'il faut le rappeler aussi, a lancé par ailleurs un appel à la destitution du chef des États-Unis, du chef d'État des États-Unis. De quoi mettre tout le monde en ébullition et rendre en tout cas les démocrates attentifs. Bon, mais le ballon s'est vite dégonflé quand même. Bah oui, parce que quand même, Elon Musk, c'est aussi un multimilliardaire. Il a peut-être craint pour l'avenir de ses économies. En tout cas, le surhomme qu'il rêve de devenir ou peut-être d'incarner en bon géant de la tech, est-ce qu'il a surestimé sa capacité peut-être aussi à gérer les effets des médicaments ou au moins des doses éventuelles de psychotropes qu'il pourrait prendre? En tout cas, ce grand patron, ancien grand patron politique, a pas tardé à mesurer son erreur et je le cite, je regrette certains de mes messages sur le président. La semaine dernière, ils sont allés trop loin. Il l'a publié sur X juste quelques jours après, ça n'a pas tardé. Et comment on explique ce revirement, Sophie ? Eh bien, écoutez, dans un moment de calme, l'ancien collaborateur du président aura peut-être mesuré que les ennuis judiciaires qui s'amoncelaient contre lui pourraient susciter la chute définitive, sinon la sienne, au moins celle de ses entreprises, des salariés. Désormais, il est sans protection, ou quasi. Il est visé par plusieurs actions. Alors, on ne sait pas très bien jusqu'où elles iront, mais en tout cas, dont une de l'agence fédérale chargée de surveiller les fraudes sur les marchés financiers. Alors là aussi, la prononciation ne sera pas bonne. Je dis la SEC à la française, mais une action qui concerne son acquisition de Twitter et qui suit une autre action préalable. Le ministère du Travail l'a aussi dans son viseur, Steve, pour la gestion des salariés de Tesla et de SpaceX, qui pourraient être hors des clous. Et alors, figurez-vous qu'il y a aussi partout dans le monde des actions de propriétaires de Tesla contre Elon Musk qui sont initiées parce que, et d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi, mais en France, c'est l'avocat Patrick Klugman qui l'a assigné directement Elon Musk devant le tribunal de commerce de Paris, avec plusieurs dizaines de propriétaires, et la plainte s'appuie sur des articles du Code civil relatifs à la garantie d'éviction et à la jouissance paisible d'un bien vendu, parce que figurez-vous que les propriétaires de Tesla ne peuvent pas en profiter tranquillement, et qu'il y a même des gens qui vont, à raconter à l'avocat Patrick Klugman, à faire leurs besoins sur ces voitures, sinon dessiner des croix gammées dessus, et donc ils demandent à ce que les voitures soient rendues en échange de l'argent, du coût de la Tesla. Merci beaucoup, Sophie. Jérôme Viala-Godefroy, c'était important pour Trump de ne pas faire d'Elon Musk un opposant ? Cette réconciliation, comment vous l'expliquez ? Il se déchire devant toutes les caméras pendant 3-4 jours et il se réconcilie. On a l'impression que comme si rien ne s'était passé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump, contrairement à son habitude, a mis beaucoup de temps à réagir, en fait. Hein. D'habitude, il réagit dans la minute avec un tweet sur Truth Social. Là, pas du tout. Et il est resté quand même assez modéré dans sa critique personnelle d'Elon Musk, en disant qu'il regrettait, etc.
que c'était... Enfin voilà, donc alors après, il y a eu des menaces sur ces affaires, etc. Mais il était... Enfin, quelque part, on a l'impression qu'il était plus dans l'affect, dans sa relation avec Elon Musk, comme une sorte de fils qu'il a un peu trahi, voilà. Et là, évidemment, il refuse pour l'instant de le prendre au téléphone. Pour l'instant, il lui a pas parlé. Donc, il va falloir voir comment les choses vont... Suite au prochain épisode, en quelque sorte. Suite au prochain épisode. Mais ils ont besoin aussi l'un de l'autre, de toute façon, parce que il y a si on regarde, il y a quand même, ne serait-ce que la NASA avec SpaceX, par exemple, a quand même besoin de la navette de Trump d'Elon Musk pour aller chercher les astronautes pour l'instant. Et lui a besoin de l'argent de la NASA. Et lui, lui a besoin de l'argent de la NASA. Et puis, Donald Trump n'a pas envie nécessairement qu'Elon Musk finance des opposants, des gens qui vont, Mais c'est ça, c'est que cette réconciliation, en quelque sorte, je ne sais pas si on peut appeler ça une réconciliation, elle est... c'est un épiphénomène ou elle est symptomatique d'un Trump qui a quand même peur des puissances de l'argent? Parce qu'on parle de l'homme le plus riche du monde qui peut financer effectivement des opposants, des démocrates. Est-ce que finalement le seul opposant aujourd'hui, la seule vraie opposition à Trump, c'est pas les puissances de l'argent? Alors, il faut faire la différence entre Musk et les puissances de l'argent, parce que ce qui se joue avec Elon Musk, je ne pense pas que Trump ait peur... Les marchés, les puissances de l'argent. Oui, voilà. Je parlais comme François Mitterrand, mais effectivement, c'est les marchés. Parce que Elon Musk lui-même, Elon Musk a plus besoin de Donald Trump et des contrats fédéraux que l'État fédéral, et encore plus Donald Trump aurait besoin d'Elon Musk. En revanche, effectivement, sur l'aspect marché financier, on a pu regarder que ce qui se joue avec les droits de douane et le stop and go, je mets des droits de douane, je les retire, je les suspends, c'est effectué avec les yeux sur les cours de la bourse. Donc on voit bien quand même qu'il y a un aspect factuel de réalité auquel Donald Trump semble sensible, c'est la bourse et les marchés financiers. Depuis plusieurs semaines, l'administration Trump à la Fed, la Banque centrale américaine dans le collimateur, elle lui demande de baisser ses taux directeurs, ce que son gouvernement refuse. Écoutez. Pour atteindre nos objectifs, le Federal Open Market Committee a décidé aujourd'hui de laisser inchangés nos taux d'intérêt. Les risques d'une hausse du chômage et de l'inflation semblent avoir été augmentés. Le président des États-Unis pense que le président de la Fed commet une erreur, ce qui nous place dans une situation économique désavantageuse par rapport à la Chine et à d'autres pays. Le président n'a pas mâché ses mots à ce sujet, à la fois en public et, je peux maintenant le révéler, en privé également. Tristan Cabello, là aussi on a besoin de vos lumières pour comprendre un peu ce qui se joue. La Fed, la Banque centrale américaine, elle joue aujourd'hui aussi le rôle de contre-pouvoir à la politique de Donald Trump, c'est ça? Alors, elle ne s'oppose pas trop encore, mais bon, il y a quand même, comme pour la Cour suprême, quelques espoirs qu'elle s'oppose à un moment ou à un autre. Je voulais juste revenir sur ce que mes deux collègues viennent de dire là, sur Musk, c'est très intéressant. Il y a quelque chose de très intéressant, ce qu'il a dit la semaine dernière, il voulait créer un nouveau parti. Et alors, il y a besoin en effet d'un nouveau parti aux États-Unis, puisque 70% des gens vous disent « moi je me retrouve pas dans les démocrates, dans les républicains ». Alors, pas lui, par contre, parce que lui, il est très, très impopulaire. Les Américains le détestent vraiment. Ah oui? Ah oui, tout à fait, il est très impopulaire il est plus impopulaire que Donald Trump, tout à fait. Mais on sait que pour faire un parti aux États-Unis, il faut beaucoup d'argent. Et lui, il l'a. Et donc là, alors, peu importe si c'est lui qui, en fait, conduit le parti, mais il a peut-être une carte à jouer là. Moi, je ne crois pas que Elon Musk sera populaire, mais en tout cas, un nouveau parti, avec de l'argent, ça pourrait peut-être marcher. Et sur le rôle de la Fed, j'aimerais juste que je comprenne pour décrypter. Mais... Ce qui est important, c'est de voir que c'est plus que juste la bourse, c'est les bons du Trésor. Oui. Et la difficulté et la faiblesse... Sinon, c'est les dépenses de l'administration centrale. Voilà. Et donc, quand les États-Unis veulent emprunter, ils ont été déclassés d'ailleurs par les agences de notation américaines. Et ça, c'est le point faible des États-Unis. Et là, on a vu, Donald Trump est resté quand même sur sa ligne, même si la bourse baissait, mais c'est au moment où les bons du Trésor, en fait, ont commencé à baisser le taux, enfin le niveau d'emprunt. Et là, c'est vraiment un gros problème
problème pour les États-Unis. Et d'ailleurs, c'est aussi une des questions, une dette publique colossale, et qui est d'ailleurs une des questions en ce moment sur la discussion sur le budget, parce que en dehors de toutes ces distractions qu'on a par Donald Trump, il y a quand même des problèmes de fond, et notamment qu'on le voit avec la discussion sur la loi sur le budget. Faut-il parler des universités comme d'un contre-pouvoir? On continue à rechercher des contre-pouvoirs aux États-Unis. Ces dernières semaines, en tout cas, l'administration Trump met une pression maximale sur certains campus. Harvard est clairement dans son viseur. Ces institutions vont réellement être confrontées et grâce au président Trump ont déjà été confrontées à un choix. Vous pouvez accepter la responsabilité démocratique et vous pouvez vous réformer, ou bien vous pouvez accepter que le gouvernement ne va pas vous traiter avec bienveillance. Nous n'allons pas financer vos bêtises et nous n'allons pas vous soutenir, sauf si vous faites le travail dont le peuple américain a besoin. Sans Cabello, c'est quoi le problème avec Harvard ? C'est exactement le même problème qu'avec la Californie. Son électorat voit Harvard et ses grandes universités comme des centres progressistes, gauchistes, wokistes. Bon, il faut vraiment n'avoir jamais travaillé pour une université américaine pour croire qu'une université américaine est un centre du gauchisme. Ce sont toujours des institutions qui ont accompagné le néolibéralisme, l'empire américain. Enfin, ils ont toujours été du côté du pouvoir. Il nous dit, Donald Trump, Harvard recruterait essentiellement des gauchistes radicaux, des idiots et des cervelles de moineaux, je cite. Alors les gauchistes radicaux, j'aurais bien aimé, mais le reste, en tout cas, c'est faux. Non, on voit qu'il y a vraiment beaucoup... Harvard est libre de recruter les gens qu'elle veut. C'est une université qui est privée, c'est une université libre. Elle a d'ailleurs une dotation qui est de plus de 60 milliards de dollars. Donc elle peut vraiment... Et une certaine réputation à l'international. Et une certaine réputation, voilà. C'est-à-dire que chaque président de chaque pays, je crois, aimerait avoir un Harvard chez lui. Et ces universités, d'ailleurs, je dois le dire, c'est-à-dire qu'il y a eu au début un mouvement quand même de soumission face à Donald Trump, particulièrement Columbia a tout de suite dit oui à toutes ces demandes. Mais ils sont peut-être plus dépendants financièrement, je ne sais pas, Harvard. Alors, pas vraiment, je crois qu'ils ont juste une mauvaise administration, des gens qui conduisent l'université qui ne sont pas très compétents. Harvard, c'est une université qui est conduite, qui est présidée par un universitaire qui sait de quoi il parle et qui a su s'opposer à Donald Trump en trouvant les bons mots. Et d'ailleurs, Columbia n'a pas été récompensé parce qu'il y a des menaces d'enlever leur accréditation par l'État fédéral. Et donc, en fait, on voit que même quand on se plie à Donald Trump, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas d'échange nécessairement. Mais ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump est à la fois contre les universités, mais il dit toujours que lui, il a fait une très bonne université, que son oncle était à MIT. Et voilà, donc il y a ça, à la fois, c'est comme avec les médias, en fait. Il y a à la fois cette fascination et ce désir de les contrôler, de les soumettre, en fait. Et d'ailleurs, on est quelque chose là vraiment dans la guerre culturelle. C'est aussi sur la culture. C'est l'effacement des récits minoritaires, le nationalisme, etc., etc. Avec, par exemple, il y a un décret présidentiel qui dit restaurer la vérité et la raison dans l'histoire américaine. C'est génial. C'est quelque chose qu'on aurait dans une dictature de type Corée du Nord, quoi. Restaurer la vérité et la raison dans l'histoire. Vous m'avez fait un petit peu la transition sur la liberté de la presse. On parlait de l'enseignement, d'une éventuelle menace sur la liberté d'enseignement. Et au niveau de la presse aujourd'hui, est-ce qu'il y a des menaces sur la liberté d'informer, sur la possibilité d'informer correctement les Américains? Quel est leur niveau d'information finalement aujourd'hui aux Américains? Alors, ce sont deux questions différentes. En fait, Tristan disait tout à l'heure, on a un auditoire aux États-Unis qui est extrêmement polarisé et donc chacun est dans sa bulle informationnelle. Donc, il est difficile pour un camp de faire passer des messages vers l'autre camp. Après, en termes de liberté de la presse, là, c'est un autre sujet, c'est un énorme sujet, mais la question se pose pleinement. On a des exemples extrêmement précis. Associated Press s'est fait rejeter. Agence américaine. Voilà. S'est fait écarter d'une partie de l'accès dont elle disposait au sein de la Maison-Blanche. C'est toujours le cas. Et c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. C'est contesté devant la justice, mais il y a une décision, la dernière décision en date, donne raison à l'administration Trump. Donc ça, c'est un aspect. Mais il y a aussi, du côté de l'administration Trump, des attaques contre les différents médias. Pas seulement
Associated Press. Et au passage, Associated Press s'est fait écarter. Pourquoi ? Pour refus de parler du Gulf of America à la place du Golfe du Mexique. Le fameux changement de nom. Tristan Cabello, je vais vous laisser conclure cette émission. Il nous reste 15 secondes. Donnez-nous peut-être quelque chose pour être optimiste sur l'avenir de la démocratie américaine. Parce que là, on a dressé un tableau un peu sombre. Alors, il m'a fallu quand même 5 secondes pour y penser, mais quand même, je crois que la ville où j'habite va donner un exemple, New York, avec l'élection de Zoran Mamdani, peut-être la semaine prochaine. En tout cas, je l'espère. Super, merci à vous. Merci à tous les quatre. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Sophie, de m'avoir accompagné. Salut à vous devant votre écran. Merci de votre fidélité.